Parmi les pratiques et les notions de référencement à connaître, on l'a vu précédemment, il y a le SEO on-page ou on-site. Qu'est-ce que c'est que le SEO on-page? Le SEO on-page, c'est toutes les techniques d'optimisation qu'on va pouvoir mettre en place sur un site pour qu'il soit mieux compris et donc mieux classé par les algorithmes de Google. On verra que ça comprend également le contenu du site internet en lui-même, c'est-à-dire les textes qui sont rédigés à différents endroits, de différentes manières. Ça concerne également les mots-clés, on le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle souvent également le SEO technique. Donc, tout ce qui va dépendre du site en lui-même, tout ce qui est intrinsèque aussi, sa performance, le poids des images, le format des images, le contenu texte, on vient de le dire, et les métadonnées, c'est-à-dire les données qui encadrent le contenu. Une métadonnée, qu'est-ce que c'est? Si on dit que l'image, c'est une donnée, mais l'image que vous voyez, c'est votre donnée, et les métadonnées, ça va être le titre de l'image, le poids de l'image, la description de l'image, etc. C'est pareil pour un site internet. Vous avez la donnée sur une page, par exemple, parce que le SEO on page, comme son nom l'indique, se fait par page, sur la page en elle-même. Donc, sur un site internet, chaque page a un travail de SEO on page qui doit être fait, d'optimisation sur la page, et donc contient des métadonnées, des données qui encadrent cette page-là. Sans plus attendre, on va prendre un exemple très concret sur ce qu'est le SEO on page et de quoi il est composé, quelles sont les bonnes pratiques en SEO on page, en prenant l'exemple de nouveau du site web de maître Aurélie Plantin. Donc, ce que je vous conseille de faire, puisque ce sont des métadonnées, ce sont des données et des pratiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, entre guillemets, quand, en tout cas, quand un visiteur visite votre site internet, votre navigateur le voit, l'algorithme Google voit ces informations-là, ces optimisations techniques, mais pas l'utilisateur. Donc, il faut télécharger une extension. Il y a plusieurs extensions qui existent. Vous pouvez télécharger cette extension-là si vous voulez vérifier votre site internet, par exemple, qui s'appelle Detailed SEO Extension. L'extension de SEO détaillé qui vient donner un certain nombre d'informations sur l'optimisation sur la page. On va commencer par le titre et la description. Donc, ce qu'on appelle le title ou le méta-titre et la description, c'est la métadescription. Ces deux éléments-là, on voit ici à côté, donc la présentation de l'outil de l'extension, c'est de mettre les métadonnées et en face, un petit tic pour dire est-ce que c'est validé ou est-ce qu'il y a un problème à regarder à ce niveau-là. Donc, métatitre, métadescription, ce sont des éléments de métadonnées qui vont donner à la page un titre et une description. L'idée, c'est à la fois de donner des informations à Google sur le contenu de la page, mais aussi de donner à l'utilisateur envie de cliquer sur ces endroits-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le métatitre et la métadescription se retrouvent dans les pages de résultats de recherche de Google. Donc, on va voir tout de suite sur Google les résultats de recherche pour voir apparaître le métatitre et la métadescription. Donc ici, si on tape Aurélie Plantin, avocat urbanisme, on tombe en premier lieu sur son site internet. Alors là, évidemment, on est sur le back-office de la fiche Google, donc ça, vous ne le verrez pas. C'est écrit ici. Sur les administrateurs de cette fiche peuvent voir les informations. Et on voit ici qu'on tombe sur le site d'Aurélie Plantin, avocate à Marseille, droit public et urbanisme, ça a été coupé. Et avocate à Marseille, maître Aurélie Plantin offre une expertise juridique pointue en droit public et en droit de l'urbanisme depuis 2016. Donc ça, c'était la métadescription et ça, c'est le métatitre qu'on a pu voir grâce à notre extension sur la page d'accueil. Donc, à quoi ça sert? À donner des informations sur l'algorithme et à donner envie de cliquer à l'utilisateur quand il parcourt des résultats de recherche. Évidemment, là, j'ai tapé Aurélie Plantin, avocat urbanisme, pour qu'on trouve tout de suite, mais l'idée, c'est qu'on soit trouvé par la requête avocat urbanisme Marseille. Donc là, on cherche pas forcément maître Aurélie Plantin, donc il y a d'autres sites, il y a d'autres confrères. L'idée, c'est d'avoir un titre qui donne envie de cliquer. Ça fait partie également des bonnes pratiques en référencement. Également, il y a un nombre de caractères défini. Alors, le nombre de caractères défini, l'idée, c'est de pas dépasser un certain nombre de caractères pour que le métatitre et la métadescription soient entières et qu'on ait l'information entière. Évidemment, il n'y a pas de règle générale, d'autant plus que Google se permet de modifier l'apparence des résultats de recherche. Donc, par exemple, ici, sur une autre recherche, on aurait le métatitre en entier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on limite, là, c'est 61 caractères, en général, entre 50 et 55, parce que Google a décidé d'afficher la photo, ce qui est très bien, puisque c'est un élément qui est de nature à rassurer et à donner envie de cliquer, donc c'est ce qu'on cherche, mais ça a coupé droit et urbanisme, par exemple. Par contre, la métadescription est entière. Également, sur mobile, la largeur et l'espace disponible pour afficher ce métatitre et cette métadescription va être plus réduite. Donc, il est possible également que Google, d'autant plus s'il met la photo, coupe une partie de métatitre ou de la métadescription. Mais ce qui est important de mettre, c'est tout de même le mot-clé principal de la page concernée, à la fois dans le métatitre et à la fois dans la métadescription. Ça, c'est une bonne pratique en référencement. On a également dans les métadescriptions l'URL, donc ça nous apporte rien de spécial. Par contre, savoir qu'elle est indexable, ça, c'est un élément important à connaître. Donc, dans les référencements techniques, on a l'élément qui permet de voir que les robots de Google qui vont parcourir les sites pour les indexer peuvent parcourir ce site. Et canonical, donc canonique, c'est vérifier si la page actuelle n'est pas disponible depuis plusieurs URL différentes.
Ce qui est le cas ici, puisque c'est la même URL. Pas rentrer dans le détail, mais Google n'aime pas que il y ait plusieurs URL différentes pour parler de la même page. Donc on voit ici que c'est OK. Ensuite, on a également des éléments dont on va pas rentrer dans le détail, puisque c'est plutôt pour les robots de Google pour donner des indications supplémentaires. Robotag, xRobotag, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Le nombre de mots qui est intéressant ici, 1135 mots sur la page. En général, il faut à peu près au minimum 500 ou 600 mots de contenu par page pour que Google considère ça comme une page qui soit pertinente. C'est-à-dire qu'on ait un minimum de contenu qui soit suffisant pour répondre à une requête. Parce que c'est ce que vient chercher Google. Enfin, on a ensuite un nombre d'informations sur le nombre d'images de la page, le nombre de liens qui sont présents sur la page. C'est pas extrêmement important. Et on a la hiérarchie des titres qu'on verra un petit peu plus en détail juste après. Le fichier robot.txt qui vient donner des indications aux robots de Google, dont on a vu que elles étaient satisfaisantes puisque effectivement le site est indexable, c'est ce qui nous intéresse. Et le sitemap qui est un fichier qui permet de décrire la map, la carte du site, la cartographie du site, quelles sont les pages disponibles. Ensuite, headings. Donc headings, c'est ce qu'on a vu juste avant. Ce sont les titres headers. C'est à la fois les titres qui sont présents sur la page et à la fois la hiérarchie de ces titres-là. Vous voyez H1, H2, H3. Il n'y a pas de H4, mais vous pourrez avoir H4, H5, H6, ça dépend. En fait, ce qu'on voit le plus, c'est les H1, H2, H3. Tout simplement, ce sont les hiérarchies de titres. Vous avez le titre principal de la page que vous ne trouverez qu'une seule fois sur la page. C'est la pratique SEO. C'est ce qui permet à Google de définir notamment le contenu de la page. Les H2 qui viennent juste en dessous, qui sont les sous-titres. Donc, qui sont des titres importants, mais qui viennent se placer en deuxième position après le titre principal. Et puis, quand on a du contenu qui doit se découper de nouveau en sous-titres, en sous-sous-titres, donc on utilisera les H3. Et un H3 ne doit pas être placé avant un H2 ou ne doit pas contenir un H2. Par contre, un H2 peut contenir des H3, des H4, etc. C'est ce qui fait partie de la hiérarchie des titres et de la structuration de la page qui fait que Google va mieux comprendre et donc va mieux référencer cette page-là. Et donc ici, c'est ce qu'on trouvait sur l'onglet précédent. On voit le nombre de H1 qui est utilisé, de H2, de H3. Donc si on voit sur un site H1 ici A2, c'est pas forcément très pertinent. On sait qu'il y a une erreur puisque ça va mettre ça va poser des difficultés au robot de Google qui va avoir deux titres principaux et qui va pas savoir trancher, ou alors des titres qui ne sont pas bien placés aux bons endroits. La hiérarchie n'est pas respectée. Ce sont tous des éléments qui vont rendre difficile l'indexation de la page et Google, un petit peu comme un système de bonus-malus avec des pondérations et des pratiques qui sont plus ou moins importantes que d'autres, eh bien, va venir mettre des mauvais points, pour le dire comme ça, aux pages qui ne respectent pas les critères. Il y a plus de 250 critères sur l'algorithme de Google pour savoir comment il classe les pages. Et plus les critères ne sont pas respectés, moins ils sont respectés, plus il y a de malus, moins il y a de chances d'être classé dans des positions intéressantes par rapport à des requêtes utilisateurs. On a également des informations sur les nombres de liens, s'ils sont internes, externes, le nombre total, s'ils sont uniques, s'ils ont été utilisés plusieurs fois. Là, c'est pas vraiment très intéressant par rapport à la propos, mais ça peut être intéressant par rapport au maillage interne du site internet là, les pages qui se renvoient les unes vers les autres. Les images, très importantes. Donc, on a vu, il y avait 8 images. Là, without alt, ça veut dire sans texte alternatif et without title, ça va être sans titre. Alors là, à mon avis, c'est un petit bug puisque, en général, quand on a rempli le texte alternatif, on remplit absolument le titre. Mais ce qu'il faut comprendre ici, ce qui est le plus important en termes de référencement, ça va être le texte alternatif. C'est-à-dire chaque image, comme on l'a vu tout à l'heure, l'image c'est la donnée, il faut que les champs alternatifs soient remplis pour les principes d'accessibilité pour les personnes malvoyantes. Donc si une page ne peut pas s'afficher parce qu'il y a un bug, c'est ce texte alternatif-là qui doit apparaître pour qu'on comprenne que représente cette image-là. Donc par exemple, le texte alternatif de cette image devrait être tribunal de Marseille, par exemple. Mais également, pour une version accessible, si on utilise un navigateur qui met en avant l'accessibilité et qui permet une fonctionnalité d'accessibilité pour les malvoyants, on pourrait mettre justement ce texte alternatif-là qui serait, s'il est rempli, qui serait affiché. C'est un problème de référencement s'il n'est pas affiché. Et en plus de ça, ça permet de placer des mots-clés qui permet de mieux classer la page en question. Le schéma. Alors, le schéma, c'est tout ce qu'on voit ici. On va pas rentrer dans le détail exact de tout ce que contient le schéma, mais c'est un certain nombre d'informations, d'étiquettes. C'est une espèce de formulaire qui est rempli, si vous voulez, qui vient donner des informations sur qui est le détenteur du site, quel est le thème du site, qui va permettre à Google de comprendre plus en détail qui est derrière le site et de quoi il s'agit sur ce site-là. Vous avez également les balises hreflang, qui est en fait un attribut, une balise, qui va permettre, si le site utilise plusieurs langues, de déterminer, en fonction de où est-ce que je me situe, d'où est-ce que je me connecte, si le site doit être présenté en anglais, en français, en russe, etc.
Alors, le volet social. Le volet social, il va concerner principalement l'Open Graph de Facebook et la Twitter Card qui est maintenant la X Card puisque Twitter est devenu X. L'Open Graph et la Twitter Card ou la X Card, en fait, ce sont des informations qui sont données, qui sont des métadonnées qui vont permettre, quand vous partagez le lien de cette page-là, donc si on partage le lien de panthéonavocat.com sur WhatsApp par exemple ou sur un autre support qui permet cette fonctionnalité-là, eh bien, on va afficher ces informations-là qui sont la localité sur laquelle on se situe pour ce site-là. Donc là, on est sur le territoire français. Le type de site. Donc, est-ce que c'est un site? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est autre chose? Il y a différentes natures. Et on retrouve notre métatitre et notre métadescription, l'URL, le nom du site, une image qui va venir représenter la page qu'on partage avec des dimensions, etc. Donc, en fait, tout ça pour donner un maximum d'informations et les liens, vous allez voir, et vous le voyez déjà quand on partage des liens sur WhatsApp, quand ces éléments-là sont configurés, ils sont bien configurés, vous avez quelque chose de professionnel qui s'affiche avec une image, avec un titre, une description, un URL, et tout de suite, on a les informations sur les éléments qu'on va cliquer. C'est de nature à rassurer. Et étant donné que c'est de nature à rassurer les utilisateurs et augmenter également le taux de clic, eh bien à ce moment-là, Google favorise ce type de site et c'est une bonne pratique à avoir pour augmenter et optimiser son référencement. Par la suite, donc cet outil, cette extension nous donne une liste d'outils à regarder sur différents plans par rapport au référencement. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont deux sites en particulier, c'est PageSpeed Insight et Rich Data Testing. Rich Data Testing, en fait, quand Google affiche des résultats de recherche, il se permet de les modifier en fonction du contexte, de l'utilisateur, de la plateforme, de son historique, etc. Donc, on peut avoir des résultats de recherche différents. Donc, par exemple, ici, on avait un résultat de recherche qui ressemblait à ça. C'est le minimum plus la photo. Le minimum, il est ici. Ça serait le minimum. Et le minimum plus la photo, c'est cela. Donc, ça, c'est un résultat enrichi. Notamment, les résultats enrichis, d'ailleurs, ils sont donnés grâce au schéma qu'on a vu tout à l'heure. Si on va sur schéma ici, ces informations-là permettent à Google, s'il le souhaite, de présenter les résultats de recherche différemment et donc d'augmenter le taux de clic et le nombre de clics sur le nombre de clics sur l'URL. Si je tape Aurélie Plantin, donc la recherche change, les résultats de recherche changent également. Vous voyez, là, on est sur des résultats enrichis. On a le titre, on a le métatitre qui est déjà différent de celui qu'on a inscrit. Là, on est plutôt sur le début de description de la page. On a deux résultats différents ici qui vont mener vers la fiche Google My Business. On a d'autres pages, expertise, droit de l'urbanisme. Et là, on voit effectivement des extraits de métatitres et de métadescription de ces différentes pages. Donc ça, c'est une manière pour Google de varier la présentation de l'information et essayer d'augmenter un maximum les taux de clic. Donc si on va sur ces outils-là, en fait, c'est des outils que Google met à disposition des développeurs et qui sont publics en réalité et qui permettent de tester pour les téléphones notamment, savoir si le site a été bien paramétré et compatible avec ces résultats enrichis. Si ça ne l'est pas, c'est pas dramatique puisque les résultats vont être quand même indexés et auront une visibilité définie en fonction de certains éléments et de certains critères de Google. Mais si les résultats enrichis sont validés et qu'on voit des éléments qui sont validés sur tous les plans, eh bien à ce moment-là, c'est un plus non négligeable à la fois pour le référencement du point de vue de Google et à la fois pour l'utilisateur qui va pouvoir voir des résultats qui sont enrichis et plus agréables et surtout plus pertinents pour lui. Et donc tout le monde est gagnant. Deuxième outil qui va nous intéresser pour le SEO on-page, ça va être PageSpeed Insight, qui va être l'outil mis à disposition pour les développeurs, mais qui est également public et que vous pouvez utiliser vous-même pour tester votre site, pour donner un score global de performance qui va prendre plusieurs critères, mais qui est surtout axé sur la performance et sur les techniques, les bonnes pratiques de codage, et qui va venir mettre en exergue les éléments qu'il faudrait corriger en termes techniques. Alors attention, les données de ces tests-là sont déjà des données théoriques et pas expérimentaux et pas pratiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément en fonction des sites les résultats des utilisateurs effectifs qui sont connectés à votre site. C'est un laboratoire qui contient un serveur et qui va venir simuler une connexion avec en général un navigateur Chrome, une connexion 4G balbutiante, mais on va dire plutôt moyenne et avec une certaine largeur d'écran, etc., qui va tester ça à la fois sur mobile et sur ordinateur et donner une notation de performance globale. Mais ce qui est intéressant surtout
au-delà de la note, c'est surtout de savoir quels sont les audits qui n'ont pas passé et quels sont les points d'amélioration, qu'est-ce qui pêche sur le site, pour voir s'il n'y a pas des erreurs critiques qui sont vraiment très problématiques pour le référencement, ou pour voir si tout est OK sur un site internet là. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est quand même considérablement important pour le référencement, mais pas que. C'est pas parce qu'on a une note moyenne sur ce score-là que votre site ne va pas être bien référencé, puisque c'est l'un des critères. C'est un outil d'aide qui va venir donner des indications pour améliorer, mais ça n'a pas une valeur absolue. D'ailleurs, ça fait partie des communications de Google à ce sujet-là. Bien entendu, si on a une bonne note par rapport aux éléments fournis par Google et aux audits passés par ce test-là, ben on sera plus facilement référencé. Mais ça ne veut pas dire non plus que si on a une très bonne note, même si on a 100%, on sera bien référencé parce que là, on s'attarde plutôt sur les performances techniques du site et moins sur le contenu et sur d'autres critères, sur les métadonnées par exemple. Qu'on vient voir. Là, on considère pas spécialement les métadonnées qui sont néanmoins très importantes comme le contenu et qui répondent à d'autres critères de Google. Donc, si on n'a pas fait ce travail-là et qu'on a une bonne note sur les performances, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va être dans les premières positions de Google. Mais c'est toujours un bon outil et un bon indicateur pour savoir où on en est et améliorer, optimiser les performances du site. On va faire le test sur ce site internet. Donc, l'analyse dure quelques dizaines de secondes, parfois un peu plus, et nous donne un résultat sur desktop, donc mobile, sur desktop, donc ordinateur, et sur mobile, sachant que, évidemment, comme il y a plus de connexions en général sur mobile que sur ordinateur, on va privilégier, et Google aussi privilégie les performances sur mobile. Voilà, donc le score pour ce professionnel-là. Donc là, tous ces scores-là, accessibilité, pratique, SEO, etc., on ne va pas les considérer spécialement, puisque en général, il n'est pas difficile d'avoir des bonnes notes ici sur ces audits de PageSpeed Insight. Néanmoins, quand on clique, on va voir le détail ici et il vous donne les éléments qui sont passés. Vous voyez, les données structurées sont valides. C'est le schéma dont on parlait tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'audits qui sont très techniques. On va pas détailler vraiment ici, mais en tout cas, tous les audits ici sur l'accessibilité, les bonnes pratiques, le SEO ne sont pas très approfondis. C'est ça que je voulais dire sur ces performances-là. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la note de performance. D'ailleurs, celle qui est reprise en principal, c'est la note de performance ici. Quand on va dessus, il nous donne le détail sur la performance exacte de chargement du site. Encore une fois, on va pas venir détailler qu'est-ce que ça veut dire. On voit tout de suite quand c'est vert que c'est très bon. Alors, la notation globale, entre 0 et 49, c'est très mauvais. Il y a vraiment des choses à changer sur le site par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Évidemment, le contenu est important. Évidemment, il y a d'autres choses qui sont importantes. Mais vraiment, si on est entre 0 et 49 sur un site, c'est qu'il y a des choses qui vont pas et il y a une grosse marge de progression, des choses à corriger. Entre 50 et 89, on est dans la moyenne. Alors, en général, un site web qui va être au-delà de 60, 70, c'est pas trop mal. Globalement, il peut être très bien référencé en ayant 60, 70. Évidemment, plus on se rapproche de 90, le 100%, c'est beaucoup plus rare. C'est vraiment très rare d'avoir un site à 100%. Mais en général, si on est autour de 80, c'est très très bien. Parce que ça veut dire que le site charge rapidement. Donc, on va voir un petit peu plus en détail ce que veulent dire les différents éléments constitutifs de ce test de performance. On a donc First Contentful Paint, ça veut dire le temps de chargement, le temps d'affichage en fait, c'est au bout de combien de temps le premier contenu va s'afficher. Là, il nous dit 1 seconde 1. Il trouve que c'est très bien. Par opposition, le Largest Contentful Paint, c'est combien de temps met le dernier élément à charger. 2,8 secondes. Il considère que c'est moyen, mais il y a pire. 2,8 secondes, c'est plutôt pas mal. D'autant plus que on a un total blocking time de 0 millisecondes. C'est-à-dire que même si le dernier contenu ne s'est pas affiché, tout de suite, quand on se connecte sur le site, on peut tout de suite naviguer dessus. C'est ce qui est très important en expérience utilisateur. Et c'est ça, si on peut clarifier la règle que je donnais sur le temps de chargement et le nombre de personnes qui partent si un site met plus de 3 secondes à charger. En réalité, c'est si un site met plus de 3 secondes à charger et qu'on ne peut pas agir dessus pendant 3 secondes. C'est-à-dire que vraiment on est bloqué pendant 3 secondes. Là, effectivement, on perd la moitié des gens. Mais si le site, on voit qu'il charge et qu'en plus on peut commencer à l'utiliser et c'est interactif, à ce moment-là, la personne ne part pas, même si ça met un peu plus de 3 secondes à charger tous les éléments parce qu'il manque une photo ou ce genre de choses. Voilà, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est très pertinent. Donc ici, on voit que le temps de blocage est à 0 millisecondes, c'est excellent. Le Cumulative Layout Shift, ça va être l'effet d'éléments qui bougent quand on connecte au site. Quand tous les éléments se mettent en place, on voit des effets visuellement qui se déplacent. Google considère que ça doit être à 0. Donc effectivement, quand on a 0,128 millisecondes d'éléments qui se déplacent, il met un malus. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il met un malus que c'est mauvais, c'est parce qu'il dit que idéalement, ça doit être à 0. Ce qui est rarement le cas, ce qui peut être le cas, mais
mais tous les éléments se tiennent ici, si vous voulez. Donc, on peut améliorer un point et d'ailleurs, c'est en améliorant ce point-là qu'on va rajouter du temps de blocage, par exemple. Donc, en touchant un paramètre, en essayant d'améliorer un paramètre, on peut en affecter un autre et du coup, ça se fait au détriment d'un autre et on a une note globale qui baisse. Et on a enfin le speed index, c'est tout un élément c'est un item qui considère plusieurs éléments sur le temps de chargement de la page. Voilà, c'est un index de rapidité que Google a défini sur différents paramètres. Et là, on voit les éléments constitutifs de ce test-là. Et ensuite, derrière, on a le détail sur la performance. Quel est les éléments à améliorer. Voilà. Donc, je vous laisserai regarder ça si vous voulez regarder ça, mais honnêtement, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est essayer d'avoir la meilleure note ici, tout en sachant que ce qui est important pour le référencement, vraiment, ça va être l'équilibre entre la performance du site, le contenu, l'esthétique, l'expérience utilisateur. Il faut que tout ça se tienne et on peut pas avoir 100% partout. Donc, le référencement, c'est vraiment un équilibre à tenir entre tous ces éléments-là. Et effectivement, ça, c'est un outil qui est important pour donner une idée, pour améliorer, etc. Mais là, quand on a un site à 91, difficile d'améliorer plus. Même si Google nous dit qu'il y a des éléments encore à améliorer, c'est de l'idéalisme, c'est pas du réalisme. Si on essaie d'aller à 100% ici, on va forcément mettre à mal l'expérience utilisateur qui sera moins esthétique, qui sera moins fluide, qui va contenir des bugs, qui va modifier visuellement le site de façon à ce que on ne puisse pas naviguer confortablement ou on perde de l'information. C'est pas du tout à faire. Ça reste un bon indicateur. Sur ordinateur, on a les mêmes résultats. C'est la même chose qui est visée, sauf qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir une bonne note sur ordinateur. Mais ce qui compte vraiment, c'est le mobile. Donc vraiment, concentrons-nous sur les performances sur le mobile quand on fait un site internet, notamment sur la partie optimisation pour le référencement. Un autre point important dans le SEO on page, et on va rester sur le site d'Aurélie Plantin, avocat, pour en parler, c'est la partie blog. Rapidement, on va l'évoquer puisqu'on a une section dédiée sur les mots-clés et le contenu également plus tard. Mais avoir un blog sur un site web, ça permet également d'augmenter son référencement, de l'améliorer pour plusieurs raisons qu'on a évoquées précédemment. Ça va être à la fois de se montrer comme expert sur les domaines de compétences que l'on possède, de répondre à des questions de fond qui vont répondre à des problématiques, à des questions de vos utilisateurs qui vont les intéresser, qui vont les engager encore plus, et également qui vont vous permettre de placer des mots-clés intéressants et de vous positionner sur de différents mots-clés ou plus en profondeur et optimiser certains mots-clés qui sont déjà établis pour votre site internet. Donc en cela, le blog, c'est vraiment quelque chose de très important et ça nécessite en général peu d'efforts et c'est peu coûteux par rapport à d'autres stratégies de référencement, comme par exemple le référencement off-page dont on parlera tout à l'heure, puisque vous pouvez vous-même chercher des mots-clés, vous-même rédiger des contenus, placer des mots-clés, répondre à des questions utilisateurs et à la fois se placer comme un expert sur ces sujets-là pour vos visiteurs et en même temps faire plaisir à l'algorithme de Google en lui donnant régulièrement du nouveau contenu avec des mots-clés bien placés pour vous positionner sur ces recherches-là. Les bénéfices d'avoir un SEO on-page bien construit, bien optimisé et un blog bien pensé et bien optimisé sont les suivants. Déjà, vous avez une amélioration de la visibilité puisque vous allez être mieux placé dans les résultats de recherche de Google. Google apprécie un site qui est bien construit, techniquement parlant, et qui a des métadonnées qui sont claires, un site qui est bien structuré, bien hiérarchisé, avec du contenu informatif, précis, des bons mots-clés et du contenu qui est rafraîchi régulièrement. Ça, Google apprécie énormément. C'est très bon pour le référencement. Également, ça augmente l'engagement des visiteurs. Quand on a un bon contenu, quand on a un blog, les personnes accèdent plus facilement déjà à votre site internet sur plus de requêtes et quand ils y sont, ils vont lire ces contenus-là. S'ils sont engageants, s'ils sont bien écrits et qui répondent à leurs questions, ils vont les lire. Donc, ils vont être engagés sur votre site internet, sur votre blog, qui est également un élément important à la fois pour vous, votre image de marque, votre notoriété, votre crédibilité, et à la fois pour l'algorithme de Google. Également, vu qu'ils sont engagés, ils vont passer plus de temps sur votre site et le temps passé par les utilisateurs, c'est également un critère très important que regarde Google pour classer un site. Enfin, vous avez une augmentation des conversions puisque par tous ces biais-là, vous avez à la fois réussi à attirer la confiance de Google et à la fois de vos utilisateurs et donc vous augmenterez le nombre de prospects et a fortiori le nombre de prospects qualifiés et de clients. Donc pour conclure, le SEO on page combiné à une stratégie de blogging, c'est vraiment un outil très puissant pour être bien placé dans la tête des utilisateurs et bien placé sur les résultats de recherche de Google. Dans la prochaine vidéo, on parlera justement des mots-clés. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.